Alors, nous sommes de retour en studio. C'était donc pour le jingle. Et donc, les erreurs que commettent souvent les parents et comment y remédier par rapport à l'autorité parentale. C'est cela. L'autorité parentale, c'est de dire, je suis ton père, je suis ta mère, il faut m'écouter, il faut me respecter et tu fais ce que je dis. C'est ce qu'on appelle l'autorité. C'est ce qu'on croit être l'autorité. J'aime bien la nuance. C'est ce que l'on croit être l'autorité. C'est cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là, pour essayer d'éclaircir un peu les notions pour les parents qui nous suivent. Il faut savoir que l'autorité, ça vient du latin auctoritas, qui signifie en clair faire grandir, la capacité de faire grandir. Faire grandir. Donc l'autorité, ça induit les notions de commandement et de pouvoir. Donc, les parents, dans la gestion justement de l'autorité, ils ont des sceptres d'autorité, des outils d'autorité. Et très souvent, pour le commun des mortels, c'est le bâton, c'est la carotte, et puis ça suffit. Mais il y a bien d'autres choses que cela. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ici tranquillement. Mais d'abord, avant de voir ce qui est à faire en matière de gestion d'autorité, il est bon qu'on identifie d'abord ce que les parents commettent généralement comme erreur. Comme erreur. Ouais. Alors, déjà, asseoir son autorité, ça commence à quel âge? Parce que je vois des scènes où tu arrêtes ça. Et déjà tout petit, on cherche à parler à l'enfant, à lui faire des gros yeux, à lui montrer que c'est possible qu'il soit peut-être frappé, des fois puni. Donc, mais à partir de quel âge est-ce que c'est normal de chercher à exercer une autorité? Je dirais à tout âge. Je dirais à tout âge, il faut chercher à gérer justement cette autorité-là, chercher à faire en sorte que l'enfant puisse arriver à obéir. Parce que dans la gestion de l'autorité, il y a deux notions souvent que les parents confondent. La notion de soumission et la notion d'obéissance. C'est vrai que ça a l'air très cousin, hein? C'est La cousin. soumission et l'obéissance. Ouais. La soumission, ça induit les notions de force. Voilà, quand on soumet quelqu'un à une autorité, ça veut dire qu'on l'oblige par la force. Alors que l'obéissance induit ici des notions de sagesse, des notions de respect, etc. Donc, il faut clairement faire la nuance. La soumission, c'est la force. La force. Et tant qu'il y a la force, celui qui est en face de nous, il obéit. Mais quand il n'y a plus cette force-là, il en fait à sa tête. Et c'est ce qu'on constate. Vous avez dit, on oppose la soumission à l'obéissance. À l'obéissance. Dans le cas de l'obéissance, on fait intégrer des valeurs à l'enfant. Il a les valeurs, il intègre, il se les approprie, de sorte que celui qui a l'autorité soit là ou pas, l'enfant, il exécute ça naturellement. Alors que quand c'est la soumission, on attend juste que papa soit là pour faire ce que papa demande, ou maman soit là pour faire ce que maman demande. Mais ce que vous dites m'inquiète, parce qu'il y a une phrase qui revient toujours, la femme doit soumission à son mari. Donc, ça veut dire que, bon, c'est vrai qu'on change de cadre, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission, parce que quand vous dites que la soumission, c'est la force, ça veut dire que, de force, la femme doit obéir à son mari. L'obéissance et la soumission, c'est deux choses qui sont cousines, mais elles sont très éloignées. Et quand on n'a pas intégré la nuance qui se trouve entre ces deux termes-là, très souvent, on arrive à une disharmonie dans la maison. Parce que l'obéissance, moi, je préfère utiliser le terme de l'obéissance. Obéir à quelqu'un, c'est vraiment exécuter de son plein gré, ce qu'on doit faire. Alors que dans la notion de soumission, l'exercice ici de la force n'est pas toujours utile. Ce n'est pas toujours utile. Et puis, bon, très souvent, ça entraîne des problèmes plutôt que ça n'en résout. Donc, tant qu'on peut éviter de soumettre, c'est mieux que de chercher à obéir. D'accord. Ouais. Alors, quand on parle de soumission ou d'obéissance, on parle des parents, effectivement, mais j'ai presque l'impression qu'on doit élargir. Je parle du personnel de maison, je parle des grands frères et des grandes sœurs, je parle des oncles et des tantes qui aiment bien s'immiscer dans l'éducation également. On a presque l'impression que l'enfant doit obéir à tout le monde, dès l'instant où cette personne a un jour de plus. L'obéissance, l'autorité incombe prioritairement aux parents biologiques ou aux parents par substitution, que peuvent être un oncle ou une tante, etc. Mais ça incombe prioritairement aux parents, parce que d'abord, c'est une acception juridique qui implique un ensemble de droits et impose également un ensemble de devoirs. Donc, c'est une notion juridique qui est d'abord le fait des parents prioritairement. Ensuite, bon, il y a des substituts dans l'éducation. Donc, ces substituts-là peuvent s'approprier les règles essentielles en fait, de la notion d'autorité, de la gestion de l'autorité, pour que les choses se fassent
de façon harmonieuse, de sorte qu'il n'y ait pas une rupture dans la chaîne de commandement, ou du moins dans la chaîne d'exercice de l'autorité à la maison. D'accord. Donc, le grand frère qui est là, qui peut faire office de substitut paternel, si le père il est absent, par exemple, peut très bien exercer également l'autorité, comme la dame de maison qui peut le faire également, mais dans une mesure un peu circonscrite, pour ne pas que l'enfant fasse des confusions. Parce que, rappelez-vous, madame, que une brebis, elle s'attache beaucoup plus facilement au berger qu'au propriétaire du troupeau. Voilà, vous achetez des bœufs, ben, vous êtes là et vous êtes propriétaire juste. Mais celui qui est au quotidien avec les animaux, très souvent, les animaux s'identifient plus à lui. Donc, si l'autorité parentale est mieux gérée par les gens de maison, par exemple, par d'autres personnes que les parents eux-mêmes, on ne s'étonnera pas d'entendre l'enfant appeler une bonne maman et appeler sa propre maman tanti. Ça peut arriver. Mais ici, ce qui est important de savoir, c'est que dans la gestion de l'autorité, très souvent, on utilise, la première erreur que les parents utilisent, c'est d'abuser du bâton et de la carotte également. Ici, il n'y a pas d'éducation sans bâton. Ce n'est pas possible et ça ne doit pas être. Quand vous dites ici, c'est en Afrique? Partout dans le monde. Il ne peut pas y avoir de bonne éducation s'il n'y a pas de règles établies, s'il n'y a pas de sanctions. C'est la sanction ici que moi j'appelle le bâton. Donc il ne peut pas y avoir d'éducation sans sanction. Ce n'est pas possible. Mais abuser du bâton, c'est justement soumettre l'enfant au lieu de l'emmener à l'obéissance. Et là, ça pose un problème. Parce que tant que vous avez cette force-là, tant que vous êtes présent, l'enfant il va faire semblant. Mais quand vous tournez le dos, il en fait exactement à sa tête, ce qui ne doit pas être. Donc l'abus de l'autorité, l'abus du bâton, c'est pas bon. Et l'abus de la carotte, également être permissif à tous les petits caprices de l'enfant, ça aussi c'est problématique. Parce que ça permet à l'enfant de voir qu'il n'y a pas de règles dans la maison, qu'il n'y a pas d'autorité, et donc c'est lui le chef. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est difficile de trouver avec l'équilibre. Pas tant que ça, pas tant que ça. Il faut juste savoir comment doser les choses. D'abord, comprendre les nuances, comprendre le contenu et l'essence même de la notion d'autorité. Quand on comprend cela, on arrive facilement à jongler avec la carotte et avec le bâton. Alors, je voudrais vous poser une question. Quand je vous écoute parler, ça me rappelle différentes choses par rapport au fait d'avoir beaucoup voyagé, différentes cultures. Alors, on ne dit pas des gros mots à l'antenne, mais vous avez tous entendu, dans certains pays occidentaux, les enfants dire, par exemple, entre parenthèses, tu fais chier, au père ou à la mère, hein, tu fais chier, tu m'emmerdes, et puis tu n'es pas content, c'est le même tarif. Ça, ce sont des propos, je dirais presque normaux, en disant, oh putain, mais ma mère, elle est relou. Mais dans cet environnement-là, la mère ne peut ne pas être choquée. Mais dans un environnement africain, tu oses dire à ton père ou à ta mère, tu fais chier, mais c'est un drame. Donc, j'ai presque envie de dire, quelle est la convention? Quelle est la convention? Un enfant, un Européen, enfin dans la culture européenne, ne peut pas lever la main sur un enfant. L'enfant va appeler et le parent peut se faire arrêter ou interpeller pour avoir levé la main et pourtant il voulait juste éduquer son enfant. Ici en Afrique, mais le voisin va t'aider à le corriger. Ça, c'est clair. Donc, j'ai l'impression que c'est difficile de voir quelle est la juste mesure des choses. C'est un problème, madame. C'est un problème qui me fait sourire parce que très souvent en Afrique, on a tendance à servilement copier ce qui se fait en Europe en croyant que c'est des bonnes choses. Même pour l'Europe, dire à un parent « tu me fais chier », ce n'est pas normal. Même pour l'Europe. C'est vrai qu'à force d'entendre ça, ça ne les choque plus. Mais ce n'est pas parce que ça ne les choque plus que c'est une chose normale. Donc, le dire pour un enfant, c'est un drame. C'est un drame que tous les psychologues s'accordent à corriger dans leurs bouquins. Malheureusement, on est aujourd'hui à un niveau de libertinage qui est tel que les choses anormales ont tendance à devenir normales. Tous les fondements sont en train de se renverser en Europe. Et nous, servilement, on croit que c'est le modèle à suivre. Donc, on prend les travers de l'Europe et on veut les copier. Ce n'est ni normal en Europe, ni normal en Afrique. Et ça ne doit pas être normal qu'un enfant dise à son père « tu me fais chier ». En Côte d'Ivoire, ici, cette violence verbale-là, elle n'est pas forcément verbale à tout moment, mais elle se voit aussi dans les actes de tous les jours. Aujourd'hui, il y a l'inadmissible qui devient admissible. Des enfants de 8 ans qui agressent physiquement des adultes de 40 ans. Ce n'est pas normal.
les fondements sont en train de se renverser. Et c'est l'un des objectifs pour lesquels on est là. Corriger les choses, amener Alors, les familles ça veut à... dire que de manière inconsciente, involontaire, le parent est démissionnaire. La société entière est démissionnaire. Waouh. Oui. J'ai pour habitude de dire, mon rôle ici, c'est d'amener les gens à voir ce qui est bon. Ils vont peut-être avoir l'impression que je choque, parce que ce que je dis là, ça va contre les habitudes. Mais les habitudes ne sont pas forcément bonnes. Et si elles méritent d'être corrigées, il faut qu'elles le soient. Donc, il faut qu'on corrige les erreurs. Il faut que les parents jouent leur rôle, que la société entière joue son rôle. Ça part du gouvernement, ça part de tous les individus qui sont dans la société et ça descend dans la petite famille. Mais est-ce que c'est pas ce que le gouvernement essaie de faire en maintenant, bon, nous à notre époque ça s'appelait instruction civique et morale, ECM, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui avec les enfants, mais c'est la même chose, les appellations changent, mais c'est pour donner quand même un certain civisme, un certain environnement d'éducation, même jusqu'au cadre scolaire. Vous avez bien utilisé le mot civisme. Ça, l'éducation civique et morale, c'est pour fabriquer un bon citoyen qui est respectueux des valeurs de la République. C'est cela. C'est vrai, ça peut déteindre un peu sur l'éducation familiale, etc. Mais ça reste d'abord concentré sur le respect des valeurs républicaines. Ça, c'est cela, le civisme, le sens du civisme. Je suis d'accord, l'État fait son devoir. Et d'ailleurs, le fait de nous permettre d'être là sur ces plateaux, c'est également le rôle c'est également l'un des devoirs de l'État qu'on est en train d'assumer tous ici. Donc, c'est toujours bon. Mais je me dis, il faut aller au-delà du civisme. Il faut descendre vraiment dans la petite cellule familiale et ne pas continuer à perpétuer les erreurs. Tout à l'heure, je parlais de l'erreur de l'abus qui concerne l'usage de la carotte et du bâton. Mais il y a bien d'autres erreurs que les parents ils commettent très en général. Quand vous preniez le cas de l'Europe, très souvent, pour punir un enfant, on lui dit, si tu fais telle chose ou bien tu n'arrêtes pas de faire telle chose, tu vas au lit. Mais c'est une grosse erreur. Pourquoi? Justement, madame, le lit, en principe, c'est le dernier retranchement de quelqu'un. Le lieu qui est censé être le lieu de repos et d'apaisement. Quand vous transformez ces lieux de repos-là en un véritable bagne pour un enfant, un lieu de punition, vous allez faire que votre enfant, il va avoir un sommeil qui est troublé. Parce que sa chambre va devenir désormais non plus un lieu d'apaisement, non plus un lieu de repos, mais un lieu de cauchemar. Donc, il est inapproprié pour punir un enfant de l'envoyer dans sa chambre. Si vous voulez l'envoyer quelque part, prenez une pièce où il n'y a pas vraiment beaucoup de danger pour lui, mais où il va s'ennuyer, une pièce qui est très ennuyante, où l'enfant peut se retrouver, il n'a rien d'autre à faire que d'attendre, de s'apaiser. Parce qu'il faut savoir, madame, que la punition qu'on impose souvent aux enfants, on le fait sans tenir compte de leur maturité psychologique, ce qui est un aspect essentiel. Je vais vous donner un exemple. Quand on frappe un enfant, justement, à tort et à travers, je prends l'exemple d'un enfant, par exemple, qui fait une crise d'épilepsie. Il y a 12 différentes formes d'épilepsie. Par exemple, quand je prends l'absence du petit mal myoclonique, qui est une crise qui consiste en une suspension brève de la conscience. En ce moment-là, il y a une rupture dans la nourriture, dans l'oxygène que le corps humain apporte au cerveau. Donc, ça peut créer des lésions cérébrales. Et quand les lésions cérébrales interviennent, les cellules cérébrales ne se renouvellent pas. Du coup, quand une partie du cerveau est lésée, c'est définitif. Et il y a une autre partie qui essaie de corriger, de rattraper ce qui est gâté d'un côté. Mais cela se fait à beaucoup de difficultés. Du coup, vous allez avoir un enfant, par exemple, qui, suite à une répétition des crises d'épilepsie, il peut faire une lésion du cerveau qui est telle qu'il ne parle pas bien, ou alors il ne retient pas bien, ou alors il a un problème particulier. Quand vous le frappez pour ça, quand à cause de ses échecs scolaires, on le bat à tout moment, qu'est-ce qu'on change? Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, on aggrave ces problèmes. Et pour ça, il faudra en avoir conscience aussi. Absolument. Vous avez des enfants qui ne réagissent également qu'aux stimuli de l'effroi. Peut-être pas en arriver à le blesser, mais les enfants, dès l'instant où ils vont savoir qu'ils méritent, qu'ils vont avoir la chicotte, ça peut les motiver à travailler. Vous savez, il n'y a personne qui aime la violence, à part quelques cas de détraqués qui sont pervers. À part ces cas-là, il n'y a personne qui aime la violence. Donc, on ne peut pas croire qu'un enfant il ne fonctionne qu'à la chicotte. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Je me dis que
Il faut encourager un enfant, les efforts de l'enfant. Il faut lui expliquer les choses. Et en lui expliquant, quand il sait à quoi il a affaire, quand il sait c'est à quoi il doit s'attendre, c'est ce à quoi il doit s'attendre plutôt, qui va le motiver à l'action. Pas la menace de la chicotte. Je vous prends un exemple concret. L'enfant en période d'examen, il ne travaille pas. C'est un constat. Vous allez épuiser, vous rentrez du boulot et l'enfant, vous réalisez qu'il fait tout sauf travailler. Vous lui dites quoi? Vous lui dites, bon, tu te bats pour avoir ton examen et puis je te fais un cadeau. Ou bien vous lui dites, si demain, tu n'as pas appris ta leçon, je vais te botter. Je ne dirai ni l'un ni l'autre. Un enfant qui n'étudie pas, je cherche d'abord à savoir pourquoi il n'étudie pas. Quel est l'environnement que j'ai créé moi-même pour qu'il étudie? Qu'est-ce qui est fait pour qu'il étudie? Mais il est paresseux. Ça peut ne pas être lié aux parents, ça peut être l'enfant qui est paresseux de nature. Paresseux de nature, ça me pose un problème. Parce que c'est vrai qu'il y a des tempéraments qui sont un peu flegmatiques, un peu dans leur coin et tout. Mais quand c'est des gens qui sont bien stimulés, ils travaillent. Il n'y a personne qui peut naître paresseux comme ça. Moi, je n'y crois pas. Et je me dis que tout cela est lié à l'environnement dans lequel on évolue. Très souvent, on laisse tomber l'aspect environnemental, on laisse tomber les influences extérieures apportées par les parents ou bien par le collège de personnes qui interviennent dans l'éducation de l'enfant et on jette tout sur l'enfant. Et on s'est dit, c'est lui qui ne veut pas faire d'efforts. Mais les efforts, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait, ça se stimule, ça s'encourage, on crée les conditions d'abord pour y arriver. Donc moi, je me dis que première chose à faire, l'enfant, il n'étudie pas, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il n'étudie pas. Est-ce parce qu'il a des problèmes? Quand il va en classe, qu'il n'arrive même pas à copier ses leçons, parce qu'il a un problème, il a une pathologie au niveau de son cerveau qui l'empêche justement de suivre les cours. Mais ça, ce sont des cas peut-être extrêmes. On ne peut pas se dire que c'est un enfant distrait. Par exemple, il préfère bavarder avec ses copains de classe plutôt que de suivre le cours. C'est un exemple aussi, je pense, qui existe. À la maison, l'environnement est tel qu'il y a les chaînes étrangères, il a des jeux également, il y a 2 nounous, il est logé, nourri, blanchi. Donc, il y a un professeur, il a un maître, un répétiteur. Donc, quand le répétiteur vient, d'abord, c'est une corvée pour lui d'aller s'asseoir et écouter. Ensuite, il reste sur ses jeux. C'est un environnement qui existe, qui est réel, et le parent pense tout faire en mettant les moyens à disposition pour pouvoir encadrer cet enfant. Donc, est-ce qu'on peut dire que de trouver le problème, quel problème cet enfant a? Je me dis, je souris toujours parce que je n'arrive pas à me faire comprendre. Je me dis que un enfant qui a des chaînes étrangères, qui a ceci, qui a cela, c'est normal qu'il trouve que la présence d'un répétiteur est rébarbative pour lui. C'est normal qu'il trouve ça parce que le répétiteur qui vient travailler avec lui ici vient interrompre quelque chose auquel il prend plaisir. Donc, quel est l'environnement que les parents ont créé au préalable? Avant de commencer à se plaindre, ils doivent s'interroger. Donc, quel environnement les parents doivent créer? Parce que finalement, on veut que l'enfant soit heureux, équilibré, épanoui, qu'il ait accès aux chaînes étrangères, qu'il ait une ouverture d'esprit, une culture générale, et qu'il soit heureux chez lui, qu'il soit assisté dans sa nourriture, dans son épanouissement, parce qu'on n'est pas là, on cherche l'argent pour le rendre heureux, justement. Absolument, on cherche l'argent pour le rendre heureux. Madame, faisons la différence entre l'élevage et l'éducation. Quand les moyens sont là, les moyens sont mis en avant, on prend tout en termes de moyens, ça ne suffit pas pour parler d'éducation. L'éducation, c'est tout autre chose. On crée un environnement. Et cet environnement dont je suis en train de parler, c'est que c'est vrai, mon enfant, il a droit aux chaînes étrangères, mais il y a un moment pour le faire. Et il faut qu'il l'intègre. Il faut donc que moi, en tant que père, je fasse l'effort de l'emmener à intégrer qu'il y a un moment pour le jeu et il y a un moment pour les études. Quand je n'ai pas fait ça, parce que je ne suis toujours pas là, quand je n'ai pas fait ça parce que ma femme, par exemple, elle doit chercher l'argent, donc elle est en train de courir. On est en train de courir, l'enfant, il est à la maison, tout lui est permis. Et à 18 h, le maître de maison vient. C'est normal, madame, qu'il ne veuille pas étudier. Parce qu'il n'a pas appris qu'il y a un moment pour étudier et il y a un autre moment pour jouer. Donc, il y a un préalable qui est le rôle des parents. Et ça, ce préalable-là, il faut d'abord l'installer, c'est le basique, c'est le fondamental. C'est sur ça qu'on vient construire. Tout le reste, c'est du bavardage. Quand la fondation est mal faite, quand vous montez un mur de 1000 km en hauteur, il y a une fissure qui va venir se mettre. Alors, mais quand vous dites ça, j'ai presque envie de vous dire, et le jeune garçon qui, dès qu'il finit les cours, est cireur dans le quartier, et puis il n'y a pas de lumière à la maison, ou bien c'est difficile parce que c'est un entrée couché qui se met à la lumière du lampadaire pour étudier,
qui lave ses petits frères et sœurs et tout, et puis qui étudie, et puis qui repart très tôt le matin. Cet enfant-là, il n'a pas ces opportunités-là, mais il a en lui ce besoin de réussir. Pourtant, le parent peut être démissionnaire ou même décédé. Et le petit, il a à charge tout ça et il arrive à assumer tout ça. Parce que les parents, l'environnement, tout le monde lui a appris qu'il a un rôle à jouer. Il a intégré cela. Madame, vous voyez, moi j'ai grandi à Manfla. Manfla, c'est dans la sous-préfecture de Goïtafla, dans le département du Zounoula, la région de la Maraoué. C'est chez moi. À Manfla, j'étudiais sous des lampes, à la lumière de lampes. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait. Même quand mon père n'est pas là pour me donner des instructions, ma mère est là pour le faire. Quand ma mère n'est pas là, ma belle-mère est là pour le faire. Quand ma belle-mère n'est pas là, ma tante est là pour le faire. Il y a toute la communauté qui est là pour le faire. Donc, il y a toujours un apport éducatif qui est fait. Ce qui manque en ville et ce qui est présent dans les quartiers précaires, parce que l'exemple que vous avez pris, ça c'est l'exemple typique d'un quartier précaire. Il y a quand même cette force de la communauté qui même si elle est distendue ici, elle existe quand même un peu. Oui. C'est différent de ce qui se passe par exemple dans les quartiers UP. Vous êtes dans votre villa avec votre époux, avec votre enfant, il n'y a que vous. Quand vous n'êtes pas là, il n'y a personne. Il n'y a que la télévision pour éduquer votre enfant. Il n'y a que la bonne pour lui dire ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Donc, quand la bonne également ne joue pas son rôle, l'enfant, il est le roi de la maison. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est normal que quand le maître de maison arrive en ce moment, il soit un intrus. Donc, il y a un rôle à jouer d'abord. Et ce rôle-là, ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Quand on est dans un environnement de campagne, dans les villages, on sait que là-bas, il y a la communauté qui joue le rôle des parents également. La communauté, elle est présente et cette présence, elle est massive. Et c'est la censure, c'est l'encouragement, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas. Donc, c'est une erreur pour les parents de croire que, c'est vrai, l'enfant, quelquefois, il a sa part. Ça, on ne peut pas le dénier. Mais le parent est toujours là. Le parent doit toujours être là pour rattraper les parts d'erreur des enfants. Et c'est cela, leur rôle dans la croisade pour la croissance de l'enfant. Parce que je vous ai dit que l'autorité, ça vient du latin auctoritas, qui veut dire faire grandir, la capacité de faire grandir. Donc, c'est un devoir pour les parents. Et en droit, l'autorité, ici, recouvre un ensemble de règles, un ensemble de devoirs, un ensemble également d'obligations. C'est tout cela. Vous avez dit que, généralement, le parent abuse de son autorité. Faut pas, il y a le chou et la carotte. Non, la carotte et le bâton. Hein, donc, il faut ménager un peu les deux. Donc, il faut doser. Il faut doser. Quels sont les conseils, quel est l'équilibre qu'il faut obtenir pour aider son enfant? C'est une question qui est très vaste, qui peut faire l'objet de plusieurs émissions, parce qu'il y a beaucoup de conseils qu'on pourrait donner aux parents, mais j'en donnerai quelques-unes seulement. Je dirais aux parents que l'éducation, c'est un ensemble, d'où il ne faut pas dégager certains aspects juste parce qu'il y a un problème. Avant d'arriver au problème, il faut d'abord prévenir le problème. Et prévenir le problème ici induit la notion de créer des bases. Et les bases, là, ce sont des valeurs inculquées à l'enfant. C'est des lois, c'est un ensemble de règles. Non seulement les lois de la société globale, mais également les lois que nous voulons pour nos enfants dans notre maison. Et ces lois-là, il faut au préalable que l'enfant le sache, que ça lui soit expliqué, qu'il les intègre en lui, de sorte que ça puisse faire partie de lui, pour ne plus qu'il ait besoin que le parent soit permanent auprès de lui, pour qu'il puisse obéir. Parce que l'enjeu, le but ultime de l'autorité, c'est d'amener celui sur qui on exerce l'autorité à obéir et non pas à être soumis. La soumission, elle est éphémère, elle est factice. L'obéissance, elle est durable, elle est solide, elle est, je dirais, éternelle. Donc la soumission ne doit pas exister. C'est la soumission. La soumission, ça, on peut le faire dans un cadre purement professionnel. Il est bon que un militaire, par exemple, soit soumis à ses supérieurs hiérarchiques. Et non pas qu'il obéisse. Il est bon qu'il obéisse, mais qu'il soit soumis. Okay. Voilà, parce que quand il n'obéit pas, on peut le soumettre. Là. Mais notre maison n'est pas un champ de bataille militaire. Notre maison ne doit pas être une école de police ou de gendarmerie. Notre maison, ça doit être différent de ces différents cadres-là. Et donc, dans notre maison, on doit privilégier l'obéissance à la soumission.
Ça, c'est ce que je peux déjà dire aux parents en gros. Et leur dire qu'il faut tenir compte de la maturité psychologique de leur enfant. Ça, c'est essentiel. Voyez, madame, que... On va conclure avec. D'accord. Avant les 5 ans d'un enfant, son cerveau n'est pas mature, enough, je suis en train de parler anglais, n'est pas suffisamment mature pour, par exemple, prendre la distance par rapport à ses émotions. Donc, les parents diront, il a 3 ans, il est trop capricieux. Il n'est pas capricieux. Son cerveau est immature. Parce que même si vous voulez là, lui imposer les choses par la force, vous n'arrivez pas, vous n'allez pas y parvenir. Et ça sera une guerre éternelle dans votre maison, qui doit être au contraire un havre de paix. De paix. Très bien, c'est une très belle conclusion. Quel est votre contact? 07 65 29 27 ou le 01 38 38 51. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Monsieur Zabi Frédéric, psychothérapeute et éducateur familial. Et notre thème, c'était la gestion de l'autorité parentale, les erreurs que commettent souvent les parents et surtout comment y remédier. Il est temps pour nous d'une courte pause et nous allons recevoir nos invités de la DCM.